était une opération suicide sur Paris. C'était le premier coup de semence. Les avions de transport pouvaient être utilisés comme armes de destruction massive. C'est ce qui a été fait le 11 septembre. Pour faire face aux menaces terroristes venues du ciel, la France déploie d'énormes moyens. Des avions de chasse et des hélicoptères peuvent détruire un avion suspect en quelques minutes seulement, n'importe où au-dessus du territoire. Tir à 2 km. Appareil détruit. Alors quel est le quotidien de ces pilotes et de ces tireurs d'élite? C'est la dernière sommation avant le tir de destruction. Vous assisterez aussi à une mission exceptionnelle au-dessus de la capitale, en pleine nuit. J'ai deux instruments qui ne fonctionnent plus, donc je pense que je suis complètement perdu. Puis nous irons à Nice, dans les coulisses du dernier sommet Afrique-France. Vous verrez comment une bulle de sécurité est mise en place pour éviter toute attaque. La menace qui est le plus redoutée, évidemment, c'est la menace terroriste. On va rendre cet espace complètement imperméable et on va faire une bulle de protection imperméable au-dessus de Nice. Lyon, Montverdun. C'est au sommet de cette colline que se trouve la base aérienne 942. Cette antenne n'est que la partie visible du complexe militaire, car le cœur de la base est enfoui dans les profondeurs de la colline. Un lieu particulièrement sensible, puisque c'est d'ici que se fait le contrôle de tout appareil qui survole la France. Rarement une caméra de télévision y a été admise, et pour atteindre le centre de commandement, il faut se plier aux nombreuses mesures de sécurité et parcourir des kilomètres de couloirs souterrains. L'endroit est un bunker et peut résister à un bombardement nucléaire. Le lieutenant Alexandra nous fait pénétrer dans cet endroit classé secret défense. Ici, nous nous trouvons dans la section surveillance aérienne générale qui est chargée de faire remonter toutes les informations incombant à la sécurité des aéronefs. C'est le premier maillon de la chaîne de défense aérienne. C'est l'opérateur de surveillance aérienne qui va être chargé de signaler tout comportement anormal, tout comportement douteux sur les appareils qui survolent l'espace aérien national. Pour l'armée, un appareil douteux est un appareil qui ne respecte pas son plan de vol ou qui ne répond plus aux appels radio de la tour de contrôle. Raglan whisky Robert, confirmez votre pétagne. Sur cet écran, tous les objets volants qui survolent la France, et il y en a plus de 10 000 par jour. Avions, hélicoptères ou même ULM et montgolfières sont symbolisés par un point. Un quadrillage du ciel précis, obtenu grâce à plus de 90 radars répartis sur tout le pays. Alors que se passe-t-il quand un avion a un comportement suspect? Quelque part au-dessus de la Manche, un avion de tourisme attire l'attention des aiguilleurs du ciel. Est-ce que vous pouvez me donner votre indicatif international, votre provenance et destination? Après plusieurs tentatives, l'appareil ne répond pas et continue de se diriger vers Paris. Alors, simple panne de radio ou avion kamikaze? Immédiatement, les contrôleurs aériens de la région signalent son cas à la base aérienne du Montverdun. Mais ici, on ne prend pas de décision. C'est de Paris que viennent les ordres. Paris de Lyon. Vous pouvez prévenir la HADA que nous avons une perte de contact radio. Il s'agit d'un Falcon 2000 privé qui vient de Édimbourg pour Lyon. Oui. La HADA, Haute Autorité de la Défense Aérienne. Derrière cet acronyme se cache un haut gradé. C'est l'homme qui règne sur le ciel français.
Très bien, je préviens le général Desclos tout de suite. Merci. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Ducaillé, bonjour. Mesdames, mon général. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une perte de contact radio. Il s'agit d'un Falcon 2000 privé. Avec 6 personnes à bord, il est immatriculé aux Bermudes. Il est en perte de contact radio depuis combien de temps à peu près? Les Anglais nous ont passé à 2 minutes, ça faisait 3 minutes qu'il était en perte de contact, ce qui fait donc 5 minutes. Bon, d'accord. Bon, en première mesure de précaution, je vous demande de scrambler un des avions d'alerte de Cambrai. Pour une première mesure de reconnaissance à distance. Mais mon général. L'ACTI, on fait décoller le Mirage 2000 de Cambrai. C'est à Cambrai, la base la plus proche de l'avion suspect, que l'alerte est déclenchée. En permanence, des avions de chasse comme celui-ci sont prêts à être dans le ciel en 7 minutes. Reprenez contact avec le centre des opérations aériennes britanniques pour faire le point quand même sur savoir si y a eu un incident à l'embarquement, si Édimbourg nous confirme que tout s'est passé normalement, que ces éléments de vol étaient corrects depuis le décollage. Bien, mon général. La mission de ce pilote de Mirage 2000 est d'établir un contact visuel avec le Falcon. Mais en cas de danger, il serait capable de le détruire. Triplan de vol, vous faites une recherche sur l'avion qui est en perte de contact radio, voir si dans les 2 mois qui ont précédé, il est venu en France régulièrement. Vous pouvez prévenir le cabinet militaire du Premier ministre. On a un incident, une perte de contact radio sur un avion provenant de Grande-Bretagne. Incident mineur à ce stade, juste les prévenir. Merci. Le général Desclos avertit Matignon, car selon la Constitution, seul le Premier ministre peut donner l'ordre d'abattre un appareil civil. Raglan Whisky de Rambert, vous allez effectuer des mesures actives de sûreté aérienne sur un objectif en perte de contact radio. Bon, on fait contact. Bien pris, donc exécuter première mesure reconnaissance à distance, sécurité 1000 pieds, 1000 mètres, niveau 210. Dès que le Mirage aura rejoint le petit avion de tourisme, le général sera fixé sur la nature du danger. Mon général? Oui. Le chasseur arrive à interception à 1000 pieds, 1000 mètres. Il a reconnu un Falcon, stable cap 150, niveau 330. D'accord. Vous ordonnez les interrogations radio, hein? Parce que si c'est un problème matériel, peut-être la proximité du chasseur permettra d'établir le contact. C'était une interrogation radio pour connaître la nature des problèmes. Si vous me recevez, battez des plans. De Mirage 2000 intercepteur. L'avion intercepté a battu des plans, apparemment ils me reçoivent. Et il ne semble pas souffrir d'autres problèmes si ce n'est ce problème de radio. Finalement, le Premier ministre n'aura pas besoin d'intervenir, car le Falcon ne semble plus représenter de menace. Bien, mon général, l'avion a repris le contact. Nous avons donné la fréquence du centre de contrôle civil. D'accord, très bien. Ça conclut donc l'intervention. Le chasseur peut désengager dès à présent. Reçu, mon général. Dans l'ACTI, on fait rentrer l'avion à sa base. En situation d'urgence, c'est moi qui prends bien sûr la décision d'envoyer l'aéronef et de mettre l'aéronef en position soit d'interrogation, soit de renseignement, soit de tir. L'autorisation de tir, c'est toute une autre affaire. D'abord, il faudrait que l'aéronef soit très proche de commettre un acte délictueux, ou alors en termes de légitime défense. Si l'aéronef lui-même ouvrait le feu sur des populations ou sur même un autre aéronef, bien sûr, le cas serait différent. On serait dans un cas de légitime défense. Mais bien sûr, sur un aéronef au comportement anormal, l'ouverture du feu éventuelle serait décidée par les autorités politiques les plus élevées, et notamment le Premier ministre qui est en charge de cette haute direction de la sûreté aérienne. Retour à la base, ce genre d'alerte fait partie de la routine des pilotes. En France, 1 jour sur 2, un avion militaire est envoyé dans le ciel pour contrôler un appareil suspect. Dans 90% des cas, il ne s'agit que d'une mission d'assistance, une panne de radio ou un avion perdu. Les pilotes ont rarement l'occasion d'utiliser leur armement sophistiqué. Cet avion-là dispose de missiles Magic 2. Ce sont des missiles d'autodéfense, courte portée. Donc voilà, ça c'est un missile qui se dirige finalement sur une source de chaleur et qui y va tout seul. Le gros du système d'armes, c'est ce missile-là qui est le missile Super 530. C'est un missile qui se dirige sur un avion qui est éclairé par notre radar.
Donc on a 2 canons de 30 mm qui nous permettent de faire également donc, du combat rapproché, et également de l'attaque air-sol, puisque cet avion a comme mission secondaire l'attaque au sol. Sur ces images extrêmement rares, fournies par l'armée de l'air, on voit un Mirage 2000 en mission d'entraînement de tir. À 12 000 mètres d'altitude, le chasseur doit atteindre une cible au sol. Il n'y a rien pour l'instant. 27 secondes de temps de vol. Le pilote n'a pas le droit à l'erreur. Tout est calibré au centième de seconde près. Bien, c'est 25. Attends, faut qu'il y aille. 18 secondes. 15. 20. Une fois le missile lancé, il est guidé par un système laser. Si jamais on me demande de délivrer de l'armement, je ne me poserai pas la question une fois en l'air. Hein. Je suis là, moi, pour terminer un petit peu la chaîne de défense aérienne, pour faire le dernier maillon. Donc, en effet, j'y ai pensé, mais avant. C'est-à-dire que ça ne me posera aucun état d'âme si jamais je dois ouvrir le feu sur un appareil. 6. La bouge. 3, 2, 1. Bingo. 0. OK. Christophe est pilote de chasse. Aujourd'hui, il est de permanence. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir décoller en quelques minutes, 24 heures sur 24. Pendant une semaine, il va donc vivre avec son équipe dans ce bâtiment collé au hangar où sont parqués les Mirages. On est complètement coupé du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans cette enceinte le jeudi en arrivant, eh bien, on n'en ressort plus jusqu'au jeudi d'après. Et à part les gens qui sont chargés de nous amener à manger ou alors des pièces de remplacement ou alors des gens qui ont une fonction vraiment établie au sein de la permanence opérationnelle, personne ne rentre dans cette zone. Ouh, elle est belle celle-là. Et même la femme de Christophe, militaire elle aussi, et qui travaille sur la même base que lui, n'a pas le droit de lui rendre visite. Le plus dur à gérer, pour moi, c'est l'absence qui revient très fréquemment. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une appréhension, c'est sûr, mais c'est pas... j'ai pas toujours peur chaque fois qu'il monte dans l'avion, parce que sinon je ne vivrai plus. Hein. J'essaye de ne pas y penser, en fait. J'essaye de faire abstraction et de me dire que ça ne peut pas arriver, même si malheureusement ça nous a touchés de près, parce qu'on a connu la perte d'un ami qui était cher à Christophe, qui nous était cher, donc on ne peut pas s'empêcher d'y penser, mais j'essaye d'en faire abstraction, parce que sinon on ne vit plus, quoi. Malgré ses contraintes personnelles, Christophe réalise un rêve d'enfant et sait qu'il exerce un métier exceptionnel. Servir sa patrie, c'est déjà une bien noble cause. Hein. Mais pour être pilote de chasse, il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est militaire. Hein. C'est un aspect qui est vraiment primordial. On peut être amené à ouvrir le feu, on peut être amené à un sacrifice ultime. Hein. Je veux dire, nous, on est là pour obéir à les ordres. Donc ça demande une énorme réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour piloter un avion, se faire plaisir. Hein. Il y a également énormément de stress, énormément de remise en question. Il existe 5 autres bases opérationnelles, semblables à celle-ci, réparties sur tout le territoire. Chaque jour, ce sont des dizaines de pilotes de chasse qui sont en stand-by pour lutter contre la menace d'une attaque terroriste. Mais pour intervenir dans le ciel, il n'y a pas que les avions. L'armée de l'air dispose d'autres moyens. C'est pas mal. J'ai eu un petit break pour taper quelques balles. Et ça permet d'aller souffler, de respirer un peu à l'extérieur. On a la chance et l'opportunité d'avoir un golf sur la base. Rester zen, se vider la tête, le capitaine Sébastien en a besoin. De ses aptitudes mentales dépend la vie de millions de personnes. Car ce pilote d'hélicoptère de la base aérienne de Villacoublay est en charge d'une mission extrêmement sensible. Pour intervenir sur Paris, on n'est même pas à 3 minutes. Le capitaine Sébastien et ses équipiers doivent assurer la sécurité du ciel de Paris et de sa banlieue. Ils doivent intercepter ou détruire tout engin non autorisé. Nous sommes les anges gardiens de la capitale. Et voler au-dessus de jour, de nuit, c'est génial. On s'entraîne souvent parce que le jour où on demande d'abattre un aéronef qui va menacer... la sécurité de la population, il ne faut pas se rater. Hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Paris est la seule capitale au monde à être protégée par un escadron d'hélicoptères, une surveillance renforcée depuis les attentats du 11 septembre. Paris, c'est le cœur de la France, donc c'est pour ça qu'on met autant de moyens pour la défense de Paris. Si quelqu'un devait mener une action terroriste, ça pourrait être la Tour Eiffel, ça pourrait être la Défense, ça pourrait être la Tour Montparnasse, donc quelque chose de symbolique. Et nous, l'objectif, c'est qu'on empêche la personne qui aura des mauvaises intentions réussir son coup. Donc s'il veut s'écraser avec un petit avion sur l'Elysée, le but c'est qu'on l'empêche. Et nous, on fera tout ce qu'il faut pour ça, quoi. Et cela peut aller jusqu'à la destruction d'un appareil dangereux. Chaque pilote travaille en binôme avec un tireur d'élite. Parmi eux, le caporal-chef Richard. Après des tirs de sommation, sur ordre exclusif du Premier ministre, il peut ouvrir le feu. Mais ce cas de figure ne s'est encore jamais produit. En mission, ces tireurs d'élite se servent surtout de panneaux lumineux pour communiquer avec les pilotes des appareils perdus ou en panne de radio. Retour à la base de Villacoublay. Nous sommes dans la chambre de Richard, le tireur d'élite, et pendant la permanence, il ne dort pas avec son arme sous l'oreiller, mais c'est tout comme. Merci. Le pire scénario pour nous, ce serait d'abattre un appareil. Il y aura des dégâts, c'est sûr, il y aura des victimes, mais si la décision était prise, c'est qu'il y aura moins de victimes par rapport à notre action que si l'action de l'appareil qu'on aura intercepté. On ne sait pas ce qu'il peut faire, ce qu'il peut répandre, comme l'anthrax ou même aller se cracher contre un bâtiment ou sur un centre commercial, on ne sait pas.